Allez, à présent, on parle des taux d'intérêt. Taux d'intérêt en Europe, en zone euro, les taux longs, comme on les appelle, qui sont toujours plus bas malgré la flambée du déficit public. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Donc vous observez, comme nous tous, que les taux d'intérêt sur les dettes souveraines, notamment à long terme, 10 ans, poursuivent leur décrue alors que la dette, les déficits explosent. Mais vous ne découvrez pas la lune. Il y a la BCE qui achète à tour de bras. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Pas de surprise, mais quand même, célébrons aujourd'hui, en cette mi-octobre, le nouveau record absolu sur le BTP italien, c'est-à-dire l'emprunt phare à 10 ans, qui vient l'équivalent de notre OAT. De l'OAT, du Bund et des T-bonds. Qui vient de passer à la haut sous la barre des 0,70. Il était à combien il y a un an, je ne sais pas? Alors, il y a exactement 10 mois, au 1er janvier, on était aux alentours de en 35. Donc on a une détente de un peu plus de 65 points de base depuis le début de l'année. Quand on a deux fois plus bas, un taux à 10 ans italien 2 fois plus bas, alors que les déficits ont fait fois quoi? Fois 6, fois 7? Alors, on passe... Là, maintenant, on est à 134% de déficit en Italie, enfin de ratio dette sur PIB, ce qui veut dire que l'Italie est en train de talonner les États-Unis qui sont à 138%. Sauf que les États-Unis, aujourd'hui, maintenant, si vous achetez du dollar, de l'emprunt à 10 ans américain, vous obtenez 0,78%. Autrement dit, pour un investisseur international, on a l'impression aujourd'hui que c'est finalement plus confortable de détenir de la dette italienne en euros que du dollar. Et là, c'est vrai que je m'interroge un peu quand même. Ouais, sauf qu'en début d'année, on était aussi à combien sur le 10 ans américain? Alors, on va prendre par exemple à la date du 15 octobre ou 12 ou 15 octobre 2019, on était à 180, 1,80 aux États-Unis et on était aux alentours de 1,10, 1,15 en Italie. Donc ce n'est pas la première fois que le 10 ans italien est effectivement en dessous, rémunère moins que le 10 ans américain. Ça, sauf que là, ça rémunère autant. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tout le monde est à zéro. Donc une fois que tout le monde est dans les mêmes conditions, c'est là que c'est intéressant de regarder. Parce que là, on peut comparer ce qui est comparable. Et là, maintenant que tout le monde est à zéro, y compris les Américains, où il n'y a plus de rendement sur le monétaire, on est passé de 200 points de base à zéro, eh bien, les taux longs américains ont perdu 110 points. Les taux longs italiens ont perdu environ 50 points par rapport à octobre 2019, mais on est à zéro partout. Ça veut dire qu'avec ce rendement de zéro, aujourd'hui, on a moins de rémunération sur du 10 ans italien avec une dette qui est absolument pas remboursable, tout le monde le sait, alors qu'aux États-Unis, on a toujours environ 0,78. Donc voilà, donc votre sujet c'est ça, c'est qu'en fait, je crois que c'est la Deutsche Bank qui a montré qu'aujourd'hui, tous les emprunts émis par la France, emprunts d'État français, étaient achetés par la BCE. On voit donc que la baisse du 10 ans italien se fait de manière effectivement massive. En dehors de l'Italie, on constate aussi une baisse des taux longs, mais qui est moins prononcée. Mais j'ai envie de dire, où est le problème? Tant que la BCE est là, where is the problem? Il n'y a pas de problème, c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que plus vous vous endettez, plus vous gagnez d'argent. Avant, on disait qui paye ses dettes s'enrichit. C'est aujourd'hui qui s'endette s'enrichit puisqu'on est payé. Pourquoi pour tout ça vous met mal à l'aise, Philippe? Parce que la BCE ne sera pas toujours là. Alors, elle ne sera peut-être pas toujours là, mais surtout, est-ce qu'une économie de marché peut fonctionner sans que les prix aient une signification? C'est-à-dire que plus l'Italie s'endette, plus la France s'endette, on va être à 120% en France, 134% en Italie. Eh bien, aujourd'hui, avec ce ratio dette sur PIB qui est bien pire qu'il ne l'était il y a un an ou au 1er janvier, finalement, on s'endette moins cher. Et mieux, la France, elle est payée pour s'endetter. Si je prends par exemple les taux à un mois, vous allez voir à quel point la BCE a réussi, comme on dit, à écraser les spreads ou réduire la fragmentation. En Italie, si on se refinance à un mois, on se refinance à moins 0,53, en France à moins 0,58 et en Allemagne à moins 0,63. Autrement dit, entre taux d'intérêt à un mois.
Voilà. Alors, si on va chercher après ça à 5 ans, vous allez voir qu'on obtient des valeurs qui sont pas très, très spectaculaires. Mais par exemple, sur 5 ans, vous allez voir qu'en Italie, vous allez emprunter à 0,09, en gros, un peu en dessous de 0,1. Aux États-Unis, vous allez emprunter à 0,34. Voilà. Donc, ça veut dire que la dégradation de l'endettement a conduit à une très nette amélioration des conditions d'emprunt. C'est quelque chose qui est complètement, ça bouleverse totalement la logique, tout ce qu'on a pu enseigner sur la dette depuis le Moyen-Âge, si j'ose dire. Donc, il n'y a plus de prix. Donc, comment fonctionne une économie quand les prix ne veulent rien dire? Quand le prix ne reflète pas le risque, ou que le risque est totalement... Là, le prix, on parle du loyer de l'argent. Le prix... Oui, mais ça va plus loin que le loyer de l'argent. Parce que là, la BCE, c'est tout à fait juste, elle a acheté pratiquement tous les emprunts émis par la France. Et tant mieux, sinon, on aurait ajouté à une récession, une crise financière. Bien sûr. Vous ne souhaitez pas. Mais il y a un moment où jusqu'où peut-on aller comme ça à finalement encourager la France à continuer de s'endetter. Plus la France s'endette, et depuis le début de l'année, on a gagné 28 points de rémunération. On emprunte pratiquement 0,3% moins cher qu'au 1er janvier. C'est-à-dire que plus la France s'endette, plus on la paye pour s'endetter. Donc la BCE, elle a acheté tous les emprunts émis par la France, et elle a acheté tous les emprunts émis par l'Italie. La BCE a acheté cette année, jusqu'à présent, 680 milliards de dettes. Tout ça est tenable. C'est ça le sujet. Contre 370 en 2019. 2 fois plus. Voilà. Donc c'est presque 2 fois plus. En tout cas, ça sera 2 fois plus à la fin de l'année. Mais la BCE ne s'est pas contentée d'acheter des dettes émises par France Trésor ou par le Trésor italien. Elle achète aussi des dettes corporate. Elle achète également des emprunts émis par LVMH. Autrement dit, c'est la BCE qui finance directement le rachat de Tiffany par LVMH. L'opération ne se fera peut-être pas, mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire que la BCE, elle est maintenant omnipotente sur les prix dans tous les domaines et pas seulement sur les dettes d'État. Donc ça bouleverse complètement le fonctionnement des marchés. Et c'est ça qui vous fait tiquer? Je pense que je ne suis pas le seul. Et je me dis, une économie dite de marché par opposition à l'économie administrée à la soviétique ou à la chinoise, le libre marché repose d'abord sur la détermination d'un prix qui signifie quelque chose. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer un modèle qui a du succès et on va délaisser un modèle qui se retrouve en difficulté. Or là, aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'achètent les banques centrales, elles créent d'un côté des entreprises zombies. Alors, je suis bien d'accord que le Covid, c'est très spécial et qu'il faut permettre la survie de secteurs qui étaient parfaitement sains avant le Covid. Sauf que vous constatez que le plus souvent, les banques centrales permettent également de survivre des secteurs qui étaient déjà très très mal en point. Aux États-Unis, par exemple, 10% des rachats de dettes corporate, c'est-à-dire de dettes émises par les entreprises, 10% de ces achats, c'est des achats de dettes de producteurs de shale oil qui devraient faire faillite. Shale oil, c'est le gaz de schiste. Gaz de schiste, pétrole de schiste, etc. 10% des achats donc, de la Fed, c'est quand même énorme, alors que ce secteur ne pèse que 2% des emplois. Donc si on nous disait, oui, mais il faut absolument sauver le shale oil, parce que comme le tourisme, ouais, d'accord, c'est peut-être que 8% de l'économie, mais c'est 15% des emplois. C'est pas le cas. Aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Et même l'excuse de sauver des emplois ne tient pas une seconde. Donc on voit que les banques centrales aujourd'hui, de façon totalement arbitraire ou selon leur bon vouloir, peuvent maintenir en vie ou condamner ou faire encore plus monter des entreprises qui se portent bien. Quand la Fed achète des obligations Apple, que Apple va immédiatement, ces emprunts que Apple a émis, va lui permettre immédiatement de racheter ses titres, Apple se porte bien. Aujourd'hui, la Fed en rachetant... Il n'y a plus de discrimination dans l'aide qu'on... Voilà. Donc, s'il y avait une vraie logique, je comprendrais. On me dit, la Banque centrale, elle achète les émissions d'Airbus, d'Accor, d'Elior, etc., d'entreprises qui ont besoin qu'on revienne à la normale dans le tourisme, dans l'aérien, etc.
Mais on s'aperçoit qu'en fait, les banques centrales achètent absolument tout, et y compris, quand je parle des emprunts Apple, ça veut dire que la Fed permet à Apple de poursuivre ses share buybacks, de poursuivre ses rachats de titres. Ouais. Donc, quelle est la logique globale des banques centrales? Et je me dis que là, on est très très loin d'une économie de marché, et je me dis combien de temps ça peut survivre? Voilà, c'était la question posée aujourd'hui. On n'a pas la réponse, mais il fallait poser la question. Philippe Béchat, donc rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Bye.